Bonsoir à tous les boss, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Petit horaire inhabituel, petit rendez-vous qu'on n'a pas forcément vu venir. Voilà, je me suis demandé quel était le meilleur créneau pour faire un petit stream, parce que ce week-end, il y a de belles choses. Forcément, on a notre rendez-vous Ligue 1, le classique dimanche soir. Mais vendredi 18h, les boss, il y a le tirage au sort de la Coupe du Monde. Donc ça y est, on va pouvoir se projeter sur ce qui nous attend dans 6 mois aux US. Et je m'étais dit forcément que voilà, on fera quelque chose avec hors-jeu. Moi de mon côté, mais bon, c'est toujours un petit peu compliqué parce que ça commence à être un casse-tête au niveau des horaires parce que le tirage au sort est à 18h, mais à 19h, t'as un Brest-Monaco. Donc, je sais pas, est-ce que je fais le tirage au sort, enfin mon débrief à moi, durant le Brest-Monaco, ou est-ce que je le fais le lendemain matin, mais ce sera peut-être déjà un petit peu passé, je sais pas. Donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'il y aura une émission. Je trouverai quel sera le meilleur créneau, mais je pense que je ferai ça dans la foulée. Le vendredi, comme ça, bah écoutez, on pourra évidemment évoquer ce beau tirage au sort du mondial et voir quel sera le résultat potentiel pour l'équipe de France de DD, en sachant évidemment que tu as des adversaires qui vont jouer leur barrage en Europe, donc en mars, mais aussi le fameux barrage intercontinental avec la RDC et l'Irak parmi les équipes participantes. Tu as aussi voilà, la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. Non, mais regardez peut-être un match de Ligue 1 en direct comme ça, pour vous faire 2-3 impressions. Après, forcément, le débrief, le vrai, ce sera le dimanche. Mais voilà, il faut toujours trouver... C'est ça, quand tu fais beaucoup d'actu foot, que t'es dedans, c'est pas simple de rebondir, de trouver à chaque fois des moments idéaux pour vous parler. Mais bon, je me suis dit, écoutez, de toute façon, c'est pas très grave. Hein. Il y a évidemment pire dans la vie. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme. On est là pour un petit voilà, récap actu, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent, notamment en Ligue 1. On a eu pas mal d'informations ces dernières 24 heures, avec Francaise qui a annoncé qu'il restait à ses joueurs, qui restait à Nice, qui voulait poursuivre l'aventure. Voilà, on rappelle que Nice est sur 6 défaites de suite. Il y a eu de graves incidents, des échauffourées. Alors on a plusieurs versions différentes. Est-ce qu'il y a eu des coups? Est-ce qu'il y a eu des insultes racistes? C'est hyper particulier parce que t'as vraiment plusieurs sons de cloche. Donc voilà, on sait jamais trop où se situe la vérité. Quoi qu'il arrive, il y a quand même des jours d'ITT et surtout des joueurs qui veulent partir, des joueurs qui se sont sentis menacés. Ça, évidemment, il y a la cause, mais surtout la conséquence. C'est quel sera évidemment le visage de Nice pour le match d'Angers. On a Boga et Mofi qui ne veulent plus jouer pour les Aiglons. Donc voilà, on a vraiment une vraie scission entre le club, au moins l'équipe première, et les supporters et les ultras. Et tu sais à quel point les supporters dans un club, surtout comme Nice, ça reste quand même un poumon essentiel. Sans eux, le stade, voilà, il sonnerait quand même bien creux. Donc c'est particulier à voir. Je sais pas quelles vont être les décisions par rapport à ça. On sait qu'il y a un mercato hivernal qui arrive. Mais alors, Angers a 3 points gratos ce week-end. De toute façon, c'est un peu le genre de truc à qui tout loupe, vu ce qui s'est passé. Soit ça fait un électrochoc. Après, Nice, on regardera encore une fois l'effectif. L'effectif a été mal construit. Le mercato n'a pas permis de combler certaines choses, mais c'est loin d'être ignoble. Quand j'en vois certains parler de maintien, je me dis, franchement, en termes de surprise, alors oui, on pouvait pressentir pour Nice une saison galère, par rapport voilà, au fait qu'ils allaient en tour préliminaire de Ligue des Champions contre Benfica, qu'ils n'avaient pas fini leur mercato, que tu as Ineos, Ratcliffe, qui en a un petit peu rien à faire du projet niçois, mais tu as quand même, tu vois, des hommes de base dans ce club comme Francaise. Tu dis, bon, bah, tu as de la compétence, tu as un effectif voilà, où tu as des joueurs, moi je considère comme des bons éléments de Ligue 1, Yevan Diouf, Melvin Bard, Boudaoui, Shaw, Diop, dans une moindre mesure, des mecs comme Klose, tu vois, qui peuvent t'apporter. Tu vois, ok, que la saison se passe mal et que l'équipe se retrouve pas européenne, ça peut arriver, hein, parce que t'as une Ligue 1 où t'as beaucoup de concurrence et t'as quand même un petit creux qui est en train de se faire avec le wagon voilà, européen. Même si Nice est à 17 points, je crois, Strasbourg est à 22, t'as que 5 points avec le 8ème. Tu vois, c'est pas fini, mais tu vois, de là à parler d'équipes qui pourraient descendre, quand je te cite tous ces noms, c'est là où je te dis c'est chaud quoi. Après, que maintenant les gens comme Francaise parlent de maintien comme tu le dis Valou, moi ça m'étonne pas parce que je pense qu'il faut trouver un déclic, des leviers mentaux pour cette équipe, entre la situation cataclysmique en Europa League où tu es à 0 points sur 15 possibles et la Ligue 1 où tu commences vraiment à perdre totalement pied. Et tu perds à Metz, et tu perds à Lorient qui était aussi une équipe malade. T'en as pris 5 à la maison contre Marseille. En plus, c'était les 40 ans de tes supporters. Donc, tu vois, mais en termes de symbolique, cette défaite, peut-être que tu vas avoir du mal à t'en relever. Donc, moi, je comprends par contre que les acteurs
que le microcosme niçois parle de maintien, que ce soit l'objectif, parce que il faut réussir à bousculer les certitudes des joueurs, et c'est le pire pour un club comme ça qui est pas programmé pour se battre pour sa peau, pour rester en Ligue 1, de se retrouver comme ça, parce qu'il y en a, tu sais que chaque année, ils vont être dans cette lutte, c'est Le Havre, Angers, Lorient, Metz, voire Nantes désormais, même des équipes comme Brest et Auxerre, c'est des petits budgets, donc ils sont, tu vois, sur la ligne de départ. Au mois d'août, ils savent ce qu'ils doivent faire et après on fera le bilan à la fin de saison. Mais une équipe comme Nice, elle se dit c'est minimum première partie de tableau et on va essayer de viser ça. Donc ouais, je voulais faire une introduction. Finalement, j'ai déjà tout dit presque sur le Canissois, mais on en reviendra un peu plus particulièrement juste après. Emega suspendu à Strasbourg. Petit problème apparemment de déclaration, de comportement. Ça ne passerait pas avec les dirigeants. Alors, est-ce que c'est une sanction voilà, véritable? Est-ce que c'est un peu de diplomatie pour voilà, tendre la main vers les ultras? Parce qu'on sait qu'Emega, ça a été un des sujets qui a cristallisé des tensions avec les supporters qui ne pardonnaient pas le fait d'avoir un joueur capitaine qui soit prêté, enfin qui soit acheté par Chelsea puis prêté. Donc peut-être que ça peut s'entendre dans ce sens. On a un article de l'équipe et je vous invite à aller le voir, on va le checker ensemble sur Textor. Botafogo, le grand retour de Johnny le Cowboy. Et alors là, franchement, ce gars-là, c'est dingue parce qu'il s'est vraiment servi de l'OL comme d'une banque pour se faire acheter des joueurs à Botafogo, en sachant qu'évidemment les joueurs en question n'ont jamais mis les pieds en France, à Lyon, au Groupama Stadium, et du coup bah, l'ami Textor a mis l'OL vraiment dans une situation rouge. Déjà on a vu les 200 millions d'euros de pertes sur une seule saison en 2024-2025, mais là pour le coup c'est encore plus grave parce que l'OL a acheté des joueurs et finalement il devrait y avoir compensation, donc c'est là où tu dis que le système Textor, on peut rigoler, hein, parce qu'on a parlé forcément de Lopez, de Rania Saf, de Valdemarquita, mais Textor, en long et en large, ce qu'il est en train de faire, ça rappelle la crise des subprimes, ça rappelle notre ami Bernard Madoff, quoi. Enfin vraiment le mec c'est un filou total, et l'OL chapeau parce qu'ils arrivent quand même à tenir encore. Je sais qu'il y a la DNCG la semaine prochaine, c'est toujours un rendez-vous fatidique pour l'OL post Textor. Voilà, on sait que en juin dernier ça a failli passer à la trappe, mais il faut avoir les nerfs et les acquis solides, ça c'est clair. Merci beaucoup Dark Chirac pour ton petit abonnement, merci beaucoup le boss, et puis on finira aussi par parler du Barça parce qu'il y avait un match hier contre l'Atlético qui était très sympa. Franchement je me suis régalé. Ouais, comme tu le dis Gers, on va parler un petit peu du Barça parce qu'ici, vous savez, on n'a pas tellement le temps de parler d'équipes européennes. Ce qu'on fait, c'est, je me dis, à chaque fois qu'on parle de Ligue des Champions, j'en profite pour vous donner mon avis. Après, si vous m'écoutez sur hors-jeu, si vous me voyez, vous savez que je regarde aussi pas mal de foot européen. En fait, si j'avais pas hors-jeu justement le lundi 18h, parce que tu vois, le débrief Ligue 1, je le termine vers, allez, 1h du mat'. Le temps de faire le montage, tout ça, de mettre en audio sur YouTube, vers 1h30, 1h45, voire 2h, je termine. Et le lendemain, tu vois, je dois faire le voyage jusqu'à Paris et tout. Si j'avais pas hors-jeu, mais j'ai pas envie de dire ça parce que hors-jeu, c'est pas. Voilà, c'est la vie, hein. C'est les copains, c'est l'émulation de pouvoir parler sur un plateau, de débat de foot avec toute la bonne bande. S'il n'y avait pas hors-jeu, je pense que j'aurais déjà fait une espèce de nouvelle émission ou nouvelle rubrique. J'aurais appelé ça peut-être, je sais pas, le récap européen ou le bulletin européen, où tu vois vraiment je vous dirais ce que j'ai vu, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes en Europe qui m'intéressent. On jette un coup d'œil voilà, partout où on peut, et comme on le dit, on aimerait bien que les journées elles durent plus de 24 heures, hein, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Après des fois tu vois des purges, hein, aussi, tu tombes sur des chocs de PL qui sont pas dingue, mais ouais, je sais pas, je pense que soit j'aurais poussé le soir et j'aurais fait ça en 2 parties, soit j'aurais fait, tu vois, tranquillement le lendemain vers midi, bulletin européen, comme ça, tu vois, ça me permettrait de faire ça. Alors maintenant, il y a hors-jeu, donc tant mieux, mais je réfléchis toujours à, tu sais, comment pouvoir vous parler de plus de choses possibles, parce que c'est ça l'intérêt de faire ces streams, ces vidéos, ces podcasts, c'est de pouvoir vous donner mon ressenti, et puis je vous lis à travers le chat, et puis également les messages que vous m'envoyez. D'ailleurs, avant de vous saluer tous un petit peu ceux qui sont présents ce soir, un grand merci à ceux qui m'envoient leur petit récap Spotify, les wraps, où je peux voir un petit peu que le COP de Scipion est souvent écouté. J'ai reçu quelqu'un tout à l'heure qui m'a envoyé, il m'a écouté pendant 3000 minutes, donc je trouve ça fascinant de pouvoir m'écouter pendant autant de temps, parler d'Éric Roy, de Guéladoué et de Santiago Hidalgo, et voilà, j'ai des personnes qui sont vraiment, mon émission est top 2% de ce qu'ils écoutent, donc je trouve ça assez fabuleux. Donc encore une fois, merci les boss de m'écouter et de donner de la force.
ceux qui sont là également, les vaillants, avec Thibaut, supporter de Dortmund, désabusé comme toujours avec la défaite contre Leverkusen hier en Coupe d'Allemagne. Flip, Full Guns, Brandon, Sharpshooter, Juju Geek, l'ami du Finistère que je salue, qui m'envoie plein de contenu sympa. Également Guavi, JP Flaco. Il y a des habitués là, mai 12 mai. Il y a vraiment des rois comme Shadowgo. Également, j'ai oublié de le dire évidemment, le programme, une fois qu'on aura fait tout ce récap actu, qu'on sera revenu sur les différents thèmes, petit bingo foot quand même, hein. On avait fait ça il y a 2 semaines, où j'avais promis d'essayer d'avoir une récurrence, alors quand il y a des semaines LDC, c'est pas simple, parce que je fais mes débriefs, je fais écorche-jeu, je dois avoir le temps d'écrire, de préparer mes trucs, à côté je donne des cours, donc des fois les semaines de LDC, c'est vraiment, tu les sens passer, mais quand tu fais un métier kiffant comme ça, c'est que du bonheur. Donc je me dis que voilà, vous faire un petit rendez-vous comme ça, on parle tranquillement. Si certains ont des questions à poser, n'hésitez pas. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des FAQ, que ce soit sur Insta, YouTube, parce que bon, il n'y a pas de chiffres symboliques. Souvent la FAQ, c'est vrai que c'est quand t'atteins les 50 000, les 20K, les 10K, je ne sais quoi. Donc on verra ça. J'espère que tu seras meilleur qu'il y a 2 semaines, Simon. Alors écoute, il y a 2 semaines, ma performance au bingo foot, j'ai terminé sur le podium. Moi, ça va, tu vois. J'ai raté des choses, comme d'habitude, avec le bingo foot évidente. Est-ce que c'est la pression de me retrouver face à vous? Je ne sais pas. Mais tu vois, j'ai fait podium. Donc en vrai, c'est la place que je vise à chaque fois. Donc moi, tranquille. On est là, évidemment, pour le divertissement et pour vous éteindre. Ne l'oubliez pas. C'est la première fois que je te vois sans maillot de foot. Alors c'est vrai, ici, à la maison, je suis plutôt en mode détente entre guillemets. C'est plutôt sur hors-jeu, on va exhiber les différents maillots de foot. Là pour le coup, j'aime bien porter ce que je mets dans la vie de tous les jours. Après il y a des vestes, t'inquiète, les maillots, il y en a un paquet, et de temps en temps, s'il y a des émissions, des thèmes, je pourrais les ressortir. Ça c'est sûr. Les maillots, j'en ai beaucoup. J'ai jamais trop compté, mais je pense que je dois être à plus de 200 facile. Un jour il faudrait que je fasse je sais pas si ça existe, une app, tu sais, pour mettre les maillots que t'as par saison. Comme ça, au moins, tu pourras avoir un vrai aperçu de tout ce que tu as. Je sais qu'il y a des sites qui répertorient les archives de kits, tout ça, qui sont très très bien. Mais peut-être faire un document Google pour essayer de se dire, voilà. Ouais, voilà, footballogie, exactement. Un footballogie des maillots, ça pourrait me servir, parce que moi, tu vois, je sais à peu près quel maillot j'ai, même si, tu vois, j'en ai qui sont dans des boîtes, c'est pas idéal pour la conservation. Idéalement, les maillots, si vous voulez les mettre dans un bon état, déjà, si vous faites des fives avec des maillots rétro, bon, bah, c'est sûr que ça va être difficile. Les maillots rétro, maillots anciens, bien sûr, on les lave à la main, et après mettez-les sur un cintre, c'est la meilleure façon de les conserver. Merci Redshift. Ouais, le petit pull girondin, il est très sympa. Le petit pull girondin, ça je l'avais trouvé sur Classic Football Shirts. Classic Football Shirts, ils mettent genre, je sais pas, un article tous les mois sur Bordeaux, et genre des trucs des fois old school. Et en vrai, celui-là, je l'ai topé à 60-70 €. Et ouais, maillot Adidas, début année 2000, donc il est vraiment sympa, ça je suis d'accord avec toi. Ouais, j'ai un maillot des Heures Midlothian. J'en ai un. J'ai le maillot qui a pas mal tourné sur Classic Watchers, le blanc avec l'écusson rouge bordeaux qui ressort bien. Il est très très stylé, quoi. Et sur les 200, combien des Girondins? Franchement, c'est une bonne question. Je pense de maillots de Girondins, je dois en avoir une bonne vingtaine. Je pense une bonne vingtaine. J'ai pas le nombre exact en tête. Mais c'est vrai que récemment, en fait, ce que je fais moi pour choper des maillots des Girondins, c'est beaucoup de Vinted. Il y a quelques sites de maillots rétro qui sont très très bien. Vintage Football Area, j'ai parlé de Classic Football Shirts. Il y a Back of the Football. Enfin, il y en a qui mettent des maillots des Girondins de temps en temps. Mais Vinted, bah voilà, évidemment, il faut toujours te méfier. Est-ce que c'est du vrai, du faux? Mais faire du faux maillot de pièces de collection des Girondins fin années 90-2000, c'est pas très très simple. Donc là, pour le coup, je pense que on peut y aller sur Vinted. Et d'ailleurs, je vous conseille, hein, bien sûr, comme d'hab, hein, vous pouvez tomber sur des petites arnaques, donc méfiez-vous, demandez plusieurs vérifications. Mais le prix des maillots rétro a pas mal augmenté, et Vinted, je trouve que ça échappe encore une fois à l'inflation. Alors évidemment, les sites par rapport à des vendeurs particuliers vont mettre des tarifs plus élevés, mais je trouve que Vinted, tu réussis encore à avoir des beaux maillots. J'en ai trouvé franchement des maillots des Girondins d'il y a 20 ans, très bien conservés à 60 €, et je suis ravi. Je suis ravi, ça c'est clair et net, quoi. Obligé de penser à Claude Bèze en voyant le pull. Ah, c'est ça. C'est exactement ça. Les boss, comme je vous disais, on va petit à petit
aller sur les différents thèmes d'actu, parce qu'on a des choses à voir, hein, évidemment, sur ce qui se passe en Ligue 1, hein, la Ligue des Talents qui nous lâche pas l'affaire. J'ai 40 maillots que des vrais persos. Ah, ouais, c'est vrai qu'après, moi je vous le dis, honnêtement, je suis transparent. Il y a 10 ans, il m'est arrivé d'acheter des faux maillots parce que c'était des maillots qui étaient hyper difficiles à trouver. Mais pour le coup, c'est des maillots que j'ai vu qu'en fait ils s'abîmaient beaucoup plus vite que des vrais maillots. Du coup, je me suis dit, au-delà de toutes les considérations, acheter du faux, tout ça, maintenant je préfère acheter du vrai parce qu'au moins je sais que dans le temps ça va mieux tenir. Et tu vois, avoir des beaux maillots de 2015, mais bon, qui s'abîment, qui ne tiennent pas la route. Moi, tu vois, j'ai cette fibre collectionneur, donc le but c'est que le maillot que j'ai en 2015 il puisse me tenir jusqu'en 2030, 2035. Donc une fois que je me suis rendu compte de ça, je me dis bon bah en vrai ça sert à rien parce qu'évidemment tu auras l'aspect financier. Oui bon, le flocage qui disparaît après deux lavages. Moi j'ai un maillot de Dortmund floqué Mkhitaryan, il reste plus que le Tarian et t'as du BVB, du logo, t'as plus que le V au milieu qui tient, donc bon bah c'est dommage parce que le maillot de base est beau et du coup je pourrais le mettre en émission, mais bon, se ramener avec un maillot où t'as tous les flocages, tous les trucs qui partent, bah, ça n'a pas forcément de grand intérêt. Bien sûr, faut penser à un héritage, comme tu le dis. Donc, ouais, les amis, on va aller petit à petit sur les différents sujets que j'ai annoncés en émission. Est-ce que tu vas me mettre Real Bilbao? Ouais, peut-être pendant qu'on fera le bingo, je me le mettrai au loin, histoire de voir à quoi ça ressemble. Du coup, Francaise a annoncé à ses joueurs ce mercredi matin sa volonté de continuer sa mission comme entraîneur de l'OGC Nice. Comme prévu, Francaise a bien retrouvé son groupe ce mercredi matin, mais pas pour annoncer son départ. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sons de cloche, notamment je crois que c'était Nice Matin qui disait qu'il allait voilà, s'en aller. Alors la nuit de porte-conseil, est-ce qu'il a, je sais pas, entendu une voix comme Zidane en 2005? Est-ce qu'il s'est rendu compte de certaines choses? Mais l'entraîneur a affirmé devant ses hommes vouloir poursuivre sa mission à la tête de l'OGC Nice, convaincu avec eux de pouvoir renverser la situation. Le technicien de 54 ans arrivé au gym à l'été 2024 en relance de Lens a eu besoin d'une journée de réflexion pour entériner cette décision. Mardi, Hez a longuement échangé avec son staff avant de faire le choix de rester à Nice. Au club, son départ était considéré comme inéluctable et la suite envisagée avec la piste Julien Sablé pour reprendre l'équipe cette semaine. C'est vrai que Sablé, on n'a pas arrêté de dire bon bah il a les diplômes, c'est bon, il est prêt, mais finalement ça ne se fera pas. Des discussions doivent avoir lieu ce mercredi entre Francaise et ses dirigeants. Ouais, bah écoutez, ça va être intéressant de voir ça. Mon choix arrive après 2 jours et demi de réflexion. Alors avant de lire tout ça, je vais vous poser la petite question. Hop, comprenez-vous son choix? Moi je le trouve hyper particulier parce que son choix, parce que c'est quand même un timing hyper difficile. Il est également en train de perdre peut-être un petit peu de cote sur le marché. Mais bon, ça reste une équipe, tu vois, qui a un effectif pas non plus ignoble. L'effectif est dans le dur, mais tu peux réussir à remobiliser ça. C'est plus un souci peut-être de dirigeant. Et oui, Julien Sablé a déjà coaché, et je m'en souviens qu'aussi qu'à Saint-Étienne, c'était pas dingue. Mais pour le coup, Francaise, il a juste envie, je pense, de me la mettre à l'envers, parce que souvenez-vous, mes prédictions hors jeu des débuts de saison de Ligue 1, j'en avais quelques-unes, tu vois, j'avais Valentine Barco qui fera la Coupe du Monde avec l'Argentine, j'avais Jérémy Jacquet qui sera dans l'équipe type de la saison, et j'avais Francaise jette l'éponge, ne termine pas l'année. Et Vlatipak, on était à ça de valider la première prédit. Et ça, tu vois, ça me met bien pour la suite. Et finalement, bon, Francaise, c'est un petit peu le même du petit gamin là qui dit j'arrête YouTube, finalement je reprends. Ah non, j'arrête, mais bon, finalement c'est quand même bien. Donc coucou les gars, me revoilà. Donc à voir si c'est une décision vraiment ferme, arrêtée, ou est-ce que bah on va aller quand même vers un nouveau rebondissement. Si Nice, tu vois, ils perdent tous leurs matchs d'ici la fin du mois, qui sont sortis par Saint-Étienne en Coupe de France, est-ce que bah, finalement c'est pas Francaise qui va prendre la décision, mais ses dirigeants à voir. Donc il explique: mon choix arrive après 2 jours et demi de réflexion. Il s'est passé beaucoup de choses depuis dimanche soir. Ce qu'on a vécu est inacceptable, quel que soit le métier que l'on fait. C'est inacceptable d'être mis en danger physiquement. Et il y aurait pu y avoir des choses encore plus graves. On ne peut pas occulter ce qui s'est passé quand j'entends qu'il ne s'est pas passé grand chose. Il y a des joueurs qui se sont fait taper. On n'a pas 5 et 7 jours d'ITT par hasard.
le directeur sportif Flo Maurice s'est fait taper, cracher dessus, qu'on ne dise pas que ça ne s'est pas passé, il faut assumer ses responsabilités, et ça n'a pas été le cas. J'espère qu'un jour les choses bougeront réellement, même ceux qui n'ont pas été frappés sont choqués, les joueurs ne comprennent pas qu'est-ce qui serait passé si un mec avait réagi. Certains sont venus cagoulés avec des boules de pétanque, c'était pour jouer à la pétanque, point d'interrogation. Ouais, c'est là où c'est particulier. J'étais prêt à partir, mes dirigeants le savaient, l'épisode de dimanche soir était la goutte d'eau, une de plus. Je me suis demandé ce qu'on avait fait pour vivre des choses comme ça. Je veux bien qu'on manifeste son mécontentement, mais il y a des manières de le faire, des banderoles, des sifflets, des grèves des champs. Mais là, c'est quoi la prochaine étape? Je ne serai pas parti pour des raisons sportives. Je serai là pour le faire. Si on doit descendre, on descendra. Je vais me battre pour qu'on s'en sorte. Mais quand il se passe des choses comme ça, tu te dis qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose de très grave. Attention, je ne mets pas tous les supporters dans le même sac. Donc ouais, lui aussi, il parle, tu vois, de cette histoire de maintien, quoi. Ça, c'est clair. On est d'accord qu'Ineos, non, il y a Estrosi qui s'est exprimé. Je sais pas si ça t'intéresse, mais je sais pas si Nice. Je pense qu'ils ont dû faire un communiqué, hein, forcément. Communiqué officiel 1er décembre, donc c'est ça. Je pense qu'on en est au communiqué à ce moment-là. Dimanche, à retour de Lorient, les Aiglons ont été accueillis devant son entraînement et de formation par un rassemblement important. Le club comprend la frustration générée par la succession de contre-performances et de prestations éloignées de ses valeurs. En revanche, les débordements constatés durant ce rassemblement sont inacceptables. Plusieurs membres du club ayant été pris à partie, le C Nice leur apporte tout son soutien et condamne ces actes avec la plus grande fermeté. Donc voilà, t'as ça pour l'instant. Donc on est quand même sur un petit tournant de la saison niçoise, hein. On rappelle que Nice est du coup 10e de Ligue 1, n'a pas gagné depuis... c'était quoi leur dernière victoire? C'était contre le LOSC fin octobre. Là, tu es sur 6 défaites de suite. Tu en as encore perdu 2 en Europa League. Au total, tu en as perdu 5. Tu es sur 7 défaites de suite en Europe cette saison. Si tu prends voilà, le prolongement de la saison passée, ça fait, ça fait 15 matchs de suite sans victoire en Europe. Ça commence à faire long. Et Nice, 19 buts inscrits, 26 encaissés. 10e, tu vois, 17 points. Donc, tu as Toulouse qui est là. Tu as Strasbourg, 22. Donc, tu as 5 points. Et si on est, hyper optimiste, Rennes, 5e, n'est qu'à 7 points. 7 points, bon, même si la Ligue 1 est passée à 34 équipes, c'est pas non plus irrattrapable. Mais tu as quand même une forme de tournant avec ce qui se passe, quoi. Parce que là, du coup, tu as des joueurs sur qui tu vas plus pouvoir compter vraisemblablement. Mais c'est vrai, comme tu le dis, mai 12 mai, je prends le verre à moitié plein, mais si je le prends à moitié vide, Metz, Nantes ne sont qu'à 6 points. Donc on peut comprendre aussi pourquoi ça parle de ce fameux maintien. On a du coup un OGC Nice qui va sans doute perdre Boga et Terem Moffi. Alors, Moffi, je vais pas dire que ça va être une perte regrettable, mais c'est un joueur qui a jamais été le même depuis sa blessure au croisé. Ça a fait de la peine parce que j'aimais bien l'attaquant qu'il était à Lorient, à ses débuts à Nice. Mais voilà, il y a vraiment eu un avant, un après pour lui. Et finalement, vu le montant dépensé, c'est sûr que tu peux regretter. Ouais, c'est ça. 30 matchs, 11 buts. Il avait fait 18 buts en tout sur la saison 2022-2023, donc il était très chaud, hein. Franchement, rien à dire. Et l'an passé, il y a eu les croisés, et c'est à partir de là où ça a commencé à bien déraper pour lui. Cette saison, il a marqué seulement 2 buts. En Europa League, il en a marqué 1. Ouais, c'est pas des stats, des standards de mecs qui t'a coûté quand même combien en tout? 22,5 millions. Ouais, c'est quand même conséquent. En plus, le prépayant, donc t'es très clairement un buteur à 25 millions, et quand t'es Nice, surtout avec le contexte économique du foot français, ça va être difficile. Moi, quand je vous disais, t'as quand même des blessés toujours. On sait l'infirmerie, hein. Ndaye Chimier, Bombito, Abdelmomen, voilà, ça c'est pour les plus importants. T'as les joueurs qui sont revenus. Moi, je trouve pas que ce soit ignoble. Ce qui m'interpelle plus, c'est certaines dépenses au mercato. On a déjà parlé, rien contre lui, mais Isaac Johnson, ailier, 23 ans, qui arrive d'Autriche pour 10 millions d'euros. C'est là où ça peut commencer un petit peu à tiquer. Quand t'es Nice et que tu dois faire du mercato pour préparer un barrage de LDC, concentre-toi peut-être plus sur des éléments aguerris de Ligue 1, même si ça va pas être sexy. Mais tu vois, par exemple, je pense à un Morgan Sanson. Alors certes, Sanson, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu faire un truc. Cette saison, c'est pas celui qui a mis un doublé au parc, par exemple. Mais tu vois, je préfère ce genre de profil qu'un pari. Enfin, c'est même plus qu'un pari, c'est vraiment, t'en es convaincu. Un Johnson à 10 millions d'euros. Mais je te redis, hein, franchement, tu prends Ali Shaw qui n'a que 21 ans, qui a un potentiel encore à développer, même si on le connaît depuis longtemps, on peut voir des choses avec lui.
Sofiane Diop, t'as Boudaoui, Sanson, Van Hout qui est tout sauf un mauvais joueur, la sentinelle, Klaus, Abdi, Bard, allez Dante pour encadrer ça, un défenseur, Diouf, tu vois, t'es pas très très loin d'avoir un 11 qui a de la gueule. Le seul souci c'est que t'as souvent des blessés, des cartons rouges, et puis surtout des chutes tellement faramineuses quoi, des chutes de performance, des joueurs qui ne répondent pas présents et des recrues qui ont du mal à s'adapter parce que c'est vrai que j'ai parlé du pauvre Johnson parce que forcément son prix va symboliser ça. Bon, Thiago Gouveia, tu vois, par exemple, c'est le type de voilà, c'est un couteau suisse, c'est un joueur de profondeur de banc, donc c'est pas lui que tu vas attendre. Kevin Carlos, t'as dit bon, Mofi c'est pas dingue, on va aller sur Kevin Carlos. Alors on avait parlé de son beau profil, hein, c'est un beau bébé, mais sur le terrain c'est pas dingue dingue. Hein. On en est il a marqué 2 buts quoi, en 13 apparitions. Après, il a pas 1000 minutes de temps de jeu, mais c'est largement insuffisant. Euh, c'est Issa Abdul Samed, hein. C'est malheureusement plus le Abdul Samed du RC Lens en 2022-2023 parce que c'est un joueur qui est parti l'an dernier à Sunderland, mais qui même dans ce Sunderland là qui est monté en PL, bah, il était pas titulaire, tu vois, il a joué seulement 10 matchs, même pas 300 minutes de temps de jeu. Donc là cette saison, il a été récupéré par Nice, mais moi je suis désolé, j'ai adoré le Abdul Samed du Racing. Même sa saison après, est-ce que Abdul Samed c'est un one season wonder, je ne sais pas, mais à Clermont il a déjà fait de belles choses. Là pour le coup, post-lance c'est vraiment compliqué quoi. Franchement, c'est un joueur qui t'apporte pas grand chose. C'est en termes de recrutement, c'est aussi, tu t'es dit bon, ça a tout de la bonne pioche parce que c'est pas cher, mais fallait voir aussi la trajectoire du bonhomme. Et derrière, bah, t'as des noms où je m'étais dit pourquoi pas, hein. Pepra Opong par exemple, mais ils sont allés chercher à Norrköping en Scandinavie. C'est jeune, pareil, 21 ans. T'as pas une grosse indemnité, mais ce gamin, tu vois, ça aurait dû être une cinquième, sixième option pour ta défense. Et là, il se retrouve dans le feu de l'action. Celui qui me déçoit le plus par rapport à ce que j'ai vu l'an dernier, c'est Djoumaba. Djoumaba, j'adorais ce joueur à Lens. Je trouvais qu'il avait à la fois la carrure 1m95, dans les duels c'était épatant, mais là cette saison il est pâteau, il est maladroit, il s'adapte pas bien. Pourtant bah voilà, à Lens l'an dernier on jouait dans une défense à 3, à Nice aussi avec Francaise. Après c'est peut-être ça aussi une des limites de cette équipe, si on va sur ce qui ne fonctionne pas bien côté niçois, je trouve c'est peut-être aussi le système de jeu où finalement tu continues à jouer avec cette défense à 3, mais bon bah au bout d'un moment est-ce qu'il faut pas passer à un autre système, tu vois, peut-être mettre un peu plus de joueurs de côté, est-ce qu'il faudrait pas avoir une défense avec un vrai double pivot, je sais pas, trouver une solution, parce que là c'était chaud quoi. Abdul Samed qui le voulait à tout prix, c'est Francaise. Alors c'était pas si monstrueux que ça, il se faisait dribbler facilement un contre un. Ouais, moi j'ai souvenir quand même que sa première saison est très très forte avec Seko Fofana dans le double pivot. Je pense que Fofana le tirait vers le haut, mais la saison après, quand Fofana est parti, que ça a dû être lui peut-être le numéro 1 du milieu et qu'il y a eu l'enchaînement LDC, c'est vrai que ça a commencé un petit peu à souffrir de la comparaison quoi. Et hygiène de vie douteuse, nous dit Zbuzzbub, très très beau pseudo, qui a apparemment des informations. Ça pour le coup je peux pas confirmer ou affirmer, moi je parle juste du niveau sportif. Et ouais, là ça fait partie des recrues. Les gars, je dois pas vous mentir, hein, si je dois faire un 11 des recrues flop du début de saison, je pense qu'il y en a pas mal, hein, parce que Djoumaba il en fait partie, parce que je suis vraiment déçu de ce qu'il montre. Alors après, encore une fois, le contexte, c'est jeune, donc on va pas l'enterrer, mais juste si on me demande de juger là à l'instant précis, c'est pas suffisant. Abdul Samed et Kevin Carlos sont dedans, tu vois, parce que Nice, même Johnson, hein, franchement, c'est vrai que t'as ce mercato. On a déjà parlé, tu vois, des meilleurs mercatos de l'histoire, le Real 2009, tout ça. Mais est-ce que ce mercato niçois, en vrai de vrai, il serait pas parmi... Parce que t'as dépensé combien? T'as dépensé 33 millions. T'as vendu... Bon, t'as Todibo qui est parti à West Ham, c'est bon, l'option d'achat a été levée 40. Guessant, Aston Villa 30. Boulka 15. Bonani 15. Laborde 4. T'économises aussi des salaires là, hein. Rosario 3,75. Après, tu as un paquet de petits prêts. Donc, tu vois, tu as des jeunes qui pourront revenir. Alors, est-ce qu'ils reviendront pour la Ligue 1, Ligue 2? J'ai pas envie de faire l'oiseau de mauvais augure. Donc, tu vois, tu as récupéré 108 millions d'euros de vente. Donc, tu as bien fait. Mais sur ces 108 millions d'euros, allez, si tu te dis que tu vas en réinvestir la moitié ou peut-être un peu moins, tu peux pas autant te tromper. Et voilà, tu vas chercher
comme on fait beaucoup dans des clubs de Ligue 1, des profils un peu scouting à développer dans les championnats mineurs, Johnson, peut-être un Kevin Carlos, Pepra Opong, des bonnes idées, tu te dis Joumaba en prêt, pourquoi pas. Mais ouais, Nice a peut-être plus besoin de valeur sûre de Ligue 1 que de faire ça. Tu vois, Yevan Diouf, même si Reims est descendu, il a fait une top saison, et c'est, bah, je pense, le Niçois que tu sauves. Le Niçois que tu sauves. Non mais Djoumaba, c'est pour ça que je vais pas l'enterrer. C'est qu'à Lens, il m'a énormément plu. C'était jeune et en plus, il a fait un match au Vélodrome. Enfin, il a tout du défenseur où tu fais ah ouais, là ça va être un sacré morceau à passer. Donc c'est pour ça que moi aussi la déception de Djoumaba, elle est considérable quoi. Ils iront chercher ses Fofana cet hiver. Après, tu vois, je t'ai dit, ils voulaient aller prendre des profils. Enfin, ils auraient dû prendre des profils Ligue 1 sûrs. Ils devaient faire Madi Camara. Sauf que Rennes a fait une surenchère. Tu vois, Madi Camara, je dis pas que Nice aurait eu des meilleurs résultats en Europa League. Ça aurait quand même été très compliqué avec un seul joueur pour changer. Mais plus, tu vois, ce profil-là de mec qui performe bien. Allez, si je dois caricaturer, tu dois prendre du Benjamin André, du Rongier, du Madi Camara. C'est pas les mecs auxquels tu penses en premier en mode valeur sûre, enfin pas valeur sûre justement, mais genre joueur exceptionnel du championnat. Mais en termes de valeur sûre, c'est sur ça que tu dois aller quoi. Après, bah, je peux comprendre que t'as des clubs qui veulent pas forcément vendre à des concurrents, c'est toujours difficile comme ça. Mais bon, quand tu vois les sommes dépensées, les 10 millions d'euros, voilà, si tu les as mis sur Johnson, peut-être que tu pouvais les mettre sur du Rongier, du Camara, quoi. Donc là, pour le coup, on verra ce qui va se passer au mercato hivernal. Cette équipe a besoin de changements. Ouais, Fofana, c'est 500K par mois. Ouais, bah, de toute façon, c'était plus pour dire, il y a Francaise qui va faire venir tout le RC Lens. De toute façon, Lens, entre Rennes et Nice, on se demande qui se dispute le plus l'héritage de Bollard. Ça, c'est clair et net, mais ouais, je pense que il faut aller prendre ce type de joueur puis pour une opération maintien. Après, bah voilà, il y a des clubs qui l'ont fait, hein. Rennes l'an dernier, ils sont allés chercher bah, justement, tu vois, Fofana, Altamari, Brassier, ils ont rappelé Jacquet de son prêt, ils ont pris Samba. Tu vois, ils ont vraiment pris les tontons de Ligue 1 pour assurer la place dans l'élite, et peut-être que Nice fera ça. Bon, ils ont peut-être pas l'argent comme Rennes, mais c'est quand même un club qui peut donner des salaires pas non plus déconnants pour le championnat. Donc à eux de jouer parce que là, il y a très clairement besoin quoi. Après la défense à 3 sur 5, ça dépend énormément de ton collectif. Difficile de sortir du lot individuellement. Dans ce dispositif, la défense à 3, ouais, quand collectivement ça ne va pas, je trouve. Ouais, c'est clair et net. Peut-être que si tu avais une meilleure ossature, bah, quelqu'un l'a dit, les départs font mal. Moi, en vrai, il y a un départ, et c'est vrai qu'on n'en parle pas trop parce que à Aston Villa, tu vois, il n'a pas encore des stats fous. C'est Evan Guessant, parce que Evan Guessant, il a connu une petite baisse de régime au printemps, mais sinon, Evan Guessant, c'était ton monsieur plus, quoi. Et quoi qu'on en dise, une équipe comme Nice, même s'ils ont plusieurs joueurs, tu vois, ils ont du Mofi, du Kevin Carlos, du Boga, du Shaw, du Diop, voire du Gouvéa, ils ont quand même besoin d'avoir un mec référent en attaque. Et quand t'as pas ce leader, ce joueur aussi qui t'en impose par les stats, bah, c'est peut-être là où ça va commencer à coincer un petit peu. Donc Guessant ouais, a laissé un beau trou, ça c'est clair et net quoi. Effectif par position. Pour se rendre compte un petit peu. Ah, tu vois, t'as combien de décès? T'en as 7. Ndai Chimi, Bombito, Ba, Abdelmomen, Mendy, Pepra Opong, Dante. Après, évidemment, Mendy il peut jouer latéral, Ndai Chimi peut monter au milieu de terrain, mais tu vois, t'as quand même 7 décès. Entre ceux qui sont blessés, les chutes de performance, c'est pas simple. T'as Bard, Abdi, Klaus pour les fameux pistons. T'as Vanout, Samed pour les 6. Boudaoui, Sanson, Ndombele. Ah oui! J'ai même pas parlé de Tanguy. Je vais pas parler d'un certain tweet parce que je pense que vous l'avez vu repasser. On a évidemment fait une petite taquinerie, mais de toute façon, c'est que du foot, il n'y a rien de méchant. Voilà, croire que Tanguy Ndombele allait revenir à 100% en 2025-2026. Moi-même, il y a des choses auxquelles je crois dans la vie, mais ça, c'est tellement loin de mon esprit. Ndombele qui a bien démarré à Nice, parce que je me souviens d'un match pareil contre l'OM, ou même, peut-être, je sais plus si c'était contre Paris ou quoi, mais genre, Ndombele, le Ndombele qu'on connaît, quoi. Une dimension super au milieu de terrain, techniquement très propre, une vision de jeu, un formidable dribbleur dans les petits espaces,
difficile de lui prendre le ballon. Mais voilà, Ndombele en 2025, il a peu joué. Là en plus, il a commencé la saison avec une pubalgie. Ouais, c'est compliqué quoi. Je vais pas dire que je crois plus en Pogba que Ndombele, mais par rapport à la forme du bonhomme, faut vraiment être soit Tanguy Ndombele, soit être un membre de sa famille pour croire qu'il allait revenir à 100%. Et puis même, Ndombele, sa dernière saison pleine, elle remonte à 2020-2021, les gars. C'est Tottenham, hein, il a joué une trentaine de matchs. Alors évidemment, il a fait pas mal de prêts, Naples, Galatasaray, l'OL, mais il a jamais eu un temps de jeu dingue et même des sensations physiques. Et pourtant, pareil, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Hein. Ndombele, quand il était à Naples en 2022, que c'était la quatrième option, j'étais là, bah franchement, s'il veut venir dans la liste de l'équipe de France, moi je le prends parce que c'est un joueur que j'estime. Mais là, pour le coup, bah le train, il est passé, quoi. Ndombele, il a oublié sa valise, il a oublié son sac, il a plus de chaussures. C'est compliqué hein, de repartir pour prendre un train. Là, moi, j'y crois plus. J'avoue que j'aimerais beaucoup pour lui, mais là, on a l'impression qu'il n'existe plus forcément, quoi. Et du coup, ouais, pour terminer, t'as le petit Djibril Koulibaly qui a un bon espoir, t'as Tom Louché qui est un joueur polyvalent, t'as Bernardo qui sont allés chercher au Mans. Et alors là, l'attaque, c'est peut-être là où ça va faire plus mal. Boga, donc out, Diop. Bah, il a eu sa série et c'est un joueur, voilà, dans un bon collectif, je pense qu'il peut t'apporter. Après, Sofiane Diop, attention à pas se transformer en Ludovic Blas, à savoir avoir des moments d'éclat. Et vraiment, on va le voir sur 2-3 matchs d'affilée se dire waouh, incroyable, il doit être titulaire plus haut, il mérite une meilleure équipe. Et après, bah, forcément, tu regardes pas les 8 matchs suivants et tu l'oublies quoi. Donc attention à ça. Isaac Johnson, on a dit, c'est rien contre lui, mais c'est trop cher. Mohamed Ali Chaud, j'y crois encore. Gouvéa, bah, c'est un remplaçant, qu'est-ce que tu veux. Par contre, ouais, Mofi Carlos, c'est-à-dire que Mofi out, donc Kevin Carlos va devoir assumer. Et j'ai vu ce que tu me disais, l'ami, sur comment ça s'appelle, Carlos va voir ses ratés, enfin va voir ses actions avec balle. Tu comprendras pourquoi Simeon c'était cher, t'inquiète, parce que Kevin Carlos, quand j'ai vu apparaître son nom, je me suis dit, je connais pas et tout. Je suis allé voir et c'est vrai que devant le but, le garçon, c'est pas R9, hein. On va pas lui inventer une réputation comme Igaman ou quoi. Hein. On va pas s'amuser à ça. Ouais, c'est vraiment difficile pour lui. Et au global, pour Nice, bah, on va voir hein, ce qui va pouvoir un petit peu en découler en conséquence. Francaise reste, donc on rappelle, d'ici la fin de l'année, tu reçois Angers. Tu reçois 2 fois à la maison. Donc tu as Angers et Braga. Ensuite, tu vas à Lens et tu reçois Saint-Étienne en Coupe de France. On pense tous à la même chose, hein, Saint-Étienne, Ligue 2 qui fait le coup à Nice, mais on verra, est-ce que finalement ce qui s'est passé au retour de Lorient, ça peut avoir l'électrochoc nécessaire, ou est-ce qu'au contraire ça va un peu plus enfoncer Nice. Voilà. Au moins les décisions ont été prises, voilà. Au moins Aise reste, t'as des joueurs qui vont être hors du groupe, et maintenant il va falloir se battre avec eux, quoi. Euh, Ils vont faire leur meilleur match à Lens. C'est quoi, c'est possible. C'est une équipe, en vrai, elle est un peu imprévisible, sauf en Europa League où tu sais toujours à quoi t'attendre. Là où c'est une équipe qui peut être surprenante, c'est au Parc, tu vois. Au Parc, ils ont eu des bons résultats. L'an dernier, ils viennent péter la série d'invincibilité avec le doublé de Sanson. Il y a 2 ans, c'était le Nice de Farioli qui s'était imposé avec un Mofi qui a été exceptionnel. Donc ils aiment bien, tu vois, ce type de rendez-vous. Ils peuvent se sublimer sur 90 minutes. Mais là, quand tu sors de 6 défaites de suite, attention. Ça va être particulier, quoi. Bah écoutez, on va clôturer cette page niçoise, on va enchaîner avec Strasbourg. Tu penses quoi du potentiel move de Mateta à le retour de Thiago Silva au Milan? Alors j'ai vu qu'il y avait ou Ramos ou Thiago Silva qui étaient parmi les anciens annoncés en Serie A. Là évidemment, ça c'est la DA de ce championnat, on apprécie, on kiffe. Je préférais Thiago Silva pour la petite histoire. Après j'ai l'impression qu'il boucle la boucle à Fluminense. Mais voilà, c'est vu ce qu'il a montré encore une fois en Coupe du Monde des clubs, pour une petite pige de 5 mois, je trouve pas ça choquant, tu vois. Après, le Milan n'a pas de Coupe d'Europe, donc je sais pas s'il aura un gros temps de jeu. Est-ce que ça va être pour être titulaire? Est-ce que ça va être pour encadrer le vestiaire? Mais ça parle bien. Et Mateta au Milan, après Mateta, c'est titulaire, Crystal Palace Première League. Le Milan qui a déjà fait de gros investissements à son poste de neuf, qui n'ont pas forcément fonctionné, comme Santi Jiménez, mais à voir. S'il faut, Mateta, évidemment, je te dis, en Serie A dans cette équipe, tu lui mets un Pulisic à droite, un Léao à gauche, un Modric derrière, c'est vrai que ça, ou même un Rabiot, ça peut bien tourner. Pourquoi pas? Après,
personnellement, j'y crois pas par rapport au timing et au prix, mais ça pourrait être une bonne solution. En vrai, Mateta, attaquant de l'AC Milan, il y a un petit flow, il y a un truc, ça c'est clair et net. On enchaîne les boss avec l'actu strasbourgeoise. Emmanuel Emega, suspendu par Strasbourg à cause de plusieurs sorties médiatiques maladroites. Il ne jouera pas donc le match à Toulouse samedi 19h. Coup de tonnerre au Racing. Ce mercredi, le capitaine Emmanuel Emega a été suspendu par son club pour la prochaine rencontre de Ligue 1. Le communiqué, sa décision a été prise suite au non-respect récent par le joueur des valeurs, des attentes et des règles du club. Le Racing réaffirme son attachement aux principes essentiels d'exemplarité et de respect du cadre collectif. Emmanuel reste un membre important de notre équipe qui a toujours tout donné pour le club sur le terrain. Il sera réintégré dans le groupe après ce match. Donc voilà, petite mise à l'écart. Hop, cette semaine, l'attaquant néerlandais âgé de 22 ans s'était fait remarquer par plusieurs sorties médiatiques quand on avait souligné que la victoire contre Lille était la première face à un gros de Ligue 1. Celui qui avait inscrit un doublé avait présenté en disant que c'était parce qu'il était absent à Monaco, Paris, Lyon et Rennes. Quelques jours plus tard, dans le cadre d'une interview accordée aux médias néerlandais Algemeen Dagblad, vous pouvez admirer mon LV3 néerlandais, pendant un stage avec sa sélection, Emega a notamment lâché qu'il pensait que Strasbourg était en Allemagne au moment où il avait quitté le Sturm Graz pour un club français à l'été 2023. Déclarations qui ont été très mal prises en interne, ce qui lui a été immédiatement notifié. Ces derniers jours, Emega a pu s'expliquer calmement avec Rossenior, le directeur sportif David Weir et surtout le président Marc Keller. Les dirigeants alsaciens qui ont voulu prendre leur temps ont finalement décidé de sanctionner le buteur attendu à Chelsea le prochain été, entré en jeu contre Brest. Il devrait donc à Aberdeen le 11 décembre en Ligue Conférence faire son retour. Absent lundi, jour de soins, il ne s'est pas entraîné mardi en raison d'une maladie. Le cas Emega, alors, elle arrive bien tard à la sanction. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que Strasbourg a fait un peu du bâton et de la carotte avec Emega. En mode, ils sont quand même dans un système où on sait ce qui se passe avec Chelsea, avec Bluco. Ils ont un joueur qui a été annoncé avant l'été 2026 qu'il allait rejoindre Chelsea, le prêt, le fait qu'il ait le brassard. Attention parce que même eux dans certains tweets ils l'appellent Emegot, donc ils ont nourri le personnage. Ils ont fait de Emega ce sujet de tension et qui a vraiment fait partie de la scission avec les Ultras. Donc tu vois, tout rejeter sur le joueur, je pense que le club a peut-être un truc un peu mieux à faire en termes de jugeote. Je pense que cette histoire de transfert à Chelsea, ça a été vraiment la goutte d'eau avec les ultras, avec les supporters. Donc c'était là où tu aurais dû être beaucoup plus malin et avoir un petit peu plus de modération et finalement te dire que Emega, il fallait que ce soit officialisé. Ça aurait pu être officieux. Le problème, c'est que ça a été officialisé. Le problème, c'est que ça a été officialisé dès le début de saison et du coup, tu sais très clairement dans quel type de projet t'es avec ce Racing-là et c'est un symbole fort parce que c'est ton capitaine. Après, certains disent oui, Emega, ça se sentait à 1000 km et Emega, il est pas humble, il n'a pas l'air très futé. Oui, je peux l'entendre. Après, écoutez, le côté... Alors, la déclaration sur Strasbourg est en Allemagne. S'il avait dit ça il y a 85 ans, ça aurait été un peu tendancieux, très bizarre. Pour le coup, c'est une maladresse sans nom. Là, pour le coup, je pense qu'il ne s'est pas renseigné, on n'a pas dû le prévenir, et ça, il n'a pas le droit. Après, ce qu'il peut dire en interview, oui, on perd contre les gros, par contre, regardez juste Monaco, Lens, j'étais pas là, par contre, Lille, j'étais là. C'est comme quand il avait dit Balerdi, c'est Honti. On a quand même besoin, tu vois, de ce genre de personnage, je trouve, en Ligue 1. Ça nourrit un petit peu l'ADN, l'identité, le côté piquant. On parle beaucoup de trash talking avec la NBA et tout ça. Et avoir un méga qui est comme ça, dans ce registre un petit peu de personnage un peu farfelu, ça me dérange pas perso. J'aime bien, je vais le dire. Je trouve qu'on a besoin de ça et que, encore une fois, c'est que du foot. Y a plus grave dans la vie. Ce qui peut déranger, c'est ces déclarations sur Strasbourg en Allemagne, parce qu'évidemment, ça fait partie de la France, c'est une identité forte, l'Alsace, tout ça. C'est le genre de maladresse à ne surtout pas commettre. Mais voilà, c'est la preuve que trasher ton club. Après, je pense qu'il a trash-talké Balerdi, ok, mais trasher ton club, je pense qu'il s'est pas rendu compte. Moi, je peux l'entendre, je trouve ça drôle, ça fait partie du personnage, quoi. Il a beaucoup d'estime envers lui. On va pas se mentir. Et je pense que il est dans ce qu'il incarne depuis le début, quoi. Mais quand même, geste fort de la part de Strasbourg de le mettre de côté parce que Toulouse, t'as
fait 3 défaites sur les 4 derniers matchs, tu dois te relancer un petit peu en Ligue 1. T'es bien en Pipion League, hein. T'es à 3 victoires et un nul, t'es co-leader. Donc Strasbourg fait le job en compétition européenne. Ligue 1, c'est vrai que ça a ralenti un petit peu. On a vu une grosse débauche d'énergie contre Palace, contre Brest. La première mi-temps était bonne. En deuxième, tu as peut-être eu du mal à répondre au deux buts brestois, même si on sait qu'il y a un but qui aurait pu être refusé parce que le ballon était sans doute sorti. Mais quoi qu'il arrive, oui, tu es sur une mauvaise série en Ligue 1. Après, quels sont les objectifs des dirigeants de Strasbourg? Est-ce que c'est finalement faire un coup en Europe, être première partie de tableau, se qualifier chaque saison en compétition européenne? S'ils ils sont là, est-ce que c'est trop juste pour être top 4? Peut-être, hein. Pourtant, on se disait tous, ils ont fait un top mercato, ils ont dépensé plus de 100 millions, ils ont également conservé des joueurs qu'on apprécie, hein. Au-delà des mégas, je pense à Barco, à Guéladoué, à Mamadou Sarr. Après, bon, ce sont des éléments qui, évidemment, iront nourrir Stamford Bridge, assurément. Mais, ouais, par contre, j'avoue que le timing, c'est vrai qu'il y a eu toutes ces déclarations et finalement, ils auraient attendu de faire le point avec lui pour dire, bon, t'es allé trop loin, on est obligé de te sanctionner. Et comme je vous le dis, je pense que c'est aussi une manière de se réconcilier, même si le mot réconciliation est peut-être trop tôt avec les supporters, mais de leur dire, bon, on vous comprend. Ce qui s'est passé avec Emega, c'est pas normal. Là, par exemple, il vous a manqué de respect parce que le dire Strasbourg, c'est pas en France. Ça, c'est pas correct de la part du capitaine du club. Donc, peut-être là où ils vont réussir à mettre, tu vois, tout le monde d'accord ou au moins un petit peu se tendre la main. Voilà, c'est ce qui paraît bien, quoi. Ouais, ça tousse un petit peu sportivement en Ligue en ce moment, Strasbourg. Ouais, ça ralentit le rythme. Ils étaient top 4 à un moment. C'est vrai qu'ils avaient l'habitude de gagner tous leurs matchs contre les équipes à leur portée et de se faire un petit peu tordre contre les gros du championnat. Là, contre Brest, forcément, t'as perdu contre une équipe à ta portée. Donc là, ouais, tu perds un petit peu de terrain. Mais encore une fois, t'es à 22 points. T'es pas non plus, tu vois, t'es bien, quoi. Enfin, il n'y a pas d'urgence absolue. 22 points. C'est vrai que tu as 6 défaites en 14 journées, peut-être là où tu peux un petit peu tiquer, mais par exemple la quatrième place t'es qu'à 4 points, Rennes n'est qu'à 2 points, donc y a pas d'urgence. Le club qu'on a évoqué avant, c'est plus là, quoi. Beaucoup de matchs inexplicables pour être dans les défaites. C'est une équipe qui est capable sur quelques séquences d'être extrêmement captivante, de très bien jouer, de faire mal à son adversaire, d'être un rouleau compresseur, mais c'est aussi le défaut, et ce qu'on disait l'an dernier, hein, d'une forme de jeunesse. Est-ce que ces gars-là sont capables sur 90 minutes de répéter ces fameux efforts extrêmement intéressants? Pas sûr, hein, parce que ça puise. En plus, cette saison, tu as de la Coupe d'Europe, donc même si on sait que l'effectif strasbourgeois, lui pour le coup, il est plus qu'étoffé, hein. Là, je pense que personne ne doute du fait que Strasbourg a renforcé, doublé, voire triplé certains postes. Eux, ils sont pas dans ce besoin comme Nice d'aller chercher des joueurs parce que tu vois, ils ont 3 gardiens, ils ont 6 DC, 2 arrière gauche, 1 arrière droit, 3 milieux défensifs, 3 milieux relayeurs, 2 milieux gauche, 3 milieux offensifs, Enciso, Paez, le maréchal, ouais. Ils ont un ailier gauche, 2 ailiers droits et 2 buteurs. Donc ils ont quand même, tu vois, du beau petit monde. Après, c'est vrai que tu as beaucoup de rotation, hein, parce que un coup, on voit beaucoup Barco, on voit beaucoup El Morabet. Une fois, ça peut être Raphaël Luis. De temps en temps, ça peut être Enciso Paez. L'autre fois, ça va être Nanasi, le maréchal. T'as Panicelli ou Emega. T'as les deux ensemble, même si c'est plutôt rare. T'as Mohameyo qui a pas souvent joué. Là, qui est revenu contre Brest. Après, tu as quand même des joueurs qui incarnent une forme de colonne vertébrale, hein. Penders, Sarr, Doucouré avant son carton rouge, même Guéladoué. Donc on s'y retrouve un petit peu, quoi. Enciso, tu trouves comment? Honnêtement, pas dingue. Enfin, on voit un truc, mais j'attends plus de ce joueur que j'ai beaucoup apprécié avec Brighton, même si ça reste jeune. Et voilà, qui dit jeune dit parfois irrégularité. Mais je sais pas, je m'attendais à mieux, même s'il y a eu des bonnes choses, hein, comme Kenry Paez. Mais comme ce sont des gros talents sud-américains, tu sais, j'ai un peu plus envie de magie, de choses qui me feront lever de mon siège. Donc j'avoue que le Enciso version Strasbourg, j'ai pas encore eu ce coup de cœur. Après, voilà, c'est vrai que tu as pas mal de compétitions, tu as pas mal de rotation. Un joueur qui découvre un nouveau championnat, ça peut s'entendre. Mais c'est quand même un beau nom, hein. Ça, il faut que tout
tous qu'on soit d'accord là-dessus. Hein. Ouais, je pense qu'on a à peu près tout dit sur Strasbourg. Autre sujet d'actu, l'OL rattrapé par les transferts fantômes de Botafogo, la nouvelle affaire héritée de l'ère Textor. Ça, c'est quand même incroyable, quoi. C'est une boucle de mail qui semble en apparence anodine, mais qui permet de tirer le fil d'une histoire qui a des conséquences assez lourdes pour l'OL. Sauf en appel d'une relégation certaine cet été, le club est entré dans une période d'austérité, mais il est encore secoué par certaines décisions de Textor lors de sa présidence, et notamment concernant les transferts intra-Eagle entre Botafogo et l'OL. Miam miam. Euh, Ces derniers jours, le service finance de l'OL a reçu plusieurs relances de la société MCCP Investment Partners concernant le paiement des créances pour le transfert d'Igor Jesus en novembre 2024. Les mails sont envoyés par Vikram Nayar, vice-président de cet organisme de crédit au marché, et adressés à plusieurs salariés de l'OL en copie. L'équipe a pu consulter les échanges. Il est question de rembourser une première échéance d'achat à 41,5 millions d'euros par l'OL de l'international brésilien qui a jamais mis un pied à Lyon. Putain, c'est quand même génial la multipropriété. Tu te retrouves avec un huissier, un gars qui te réclame 40 patates pour un mec qui a jamais joué chez toi, que tu n'as jamais vu avec ton maillot, qui a jamais mis un pied en France. Wow, Textor, il est trop fou, quoi. En réalité, Jesus n'est pas le seul dans ce cas, puisque selon les informations recoupées auprès de plusieurs sources à l'OL et à Botafogo, au moins 5 joueurs ont été transférés du club brésilien vers le club français, sans jamais que les transactions ne soient enregistrées par la AFP. Igor Jesus, donc, mais aussi Luis Enrique, Thiago Almada, Jair Cunha et Jefferson Savarino. Tous ces transferts sont déroulés entre juillet 2024 et mars 2025, générant une créance de 120 millions d'euros pour l'OL, qui n'a jamais pourtant pu compter sur ses joueurs, hormis Almada, l'Argentin, ayant fait l'objet d'un prix gratuit. C'est bien, on t'a obligé à dépenser 120 patates, t'as au moins pu avoir un mec en prêt 5 mois, c'est un moindre mal. Si l'on n'a pas eu d'effets sportifs, ces achats ont des conséquences économiques. Textor a ainsi pu procéder à l'affacturage auprès de différents établissements financiers afin d'obtenir près de 100 millions de cash au total pour les 5 transactions. L'affacturage est une pratique courante dans le foot. C'est une opération par laquelle un club cède une créance à recevoir à une unité de transfert, mais aussi droit télé, prime UEFA, à un organisme financier qui lui avance immédiatement la trésorerie contre une décote et des frais. L'organisme se rembourse ensuite directement auprès du débiteur. Dans le cas présent, le débiteur, c'est l'OL, et c'est exactement l'objet des dernières relances de MCCP. Contacté, le fameux Vikram Nayar n'a pas répondu à nos questions. C'est fou, enfin. Là, on est vraiment dans un niveau supérieur. Et Textor, c'était une bombe à retardement, on le savait, mais là, c'est la fameuse grenade à fragmentation. Là, tu as encore des répercussions 5-6 mois après. Pour certains d'entre eux de ces transferts, ils avaient d'ailleurs accepté de rejoindre le club brésilien avec la perspective d'un avenir à court terme à l'OL. Et ils avaient tous accepté pendant l'exercice écoulé de rejoindre Lyon. Leur entourage respectif le confirme, mais le club français intérieur recrutement n'a jamais pu les enregistrer et les droits fédératifs sont restés propriété de Botafogo. Pourtant, l'affacturage a bel et bien été réalisé. Sollicité via son conseil, Stuart Leitch, Textor assure que le cash a en grande partie profité à l'OL, ce qui est difficilement vérifiable, puisque les résultats financiers de l'exercice du 24-25 ne font pas état de ces sommes entrantes, pas plus qu'ils ne mentionnent les achats des droits économiques des joueurs de Botafogo. L'analyse de ces flux est décortiquée actuellement au sein d'Eagle Bitco, l'entité qui chapeaute les deux clubs. Le fonds Ares, principal prêteur de Textor au moment du rachat, vient de nommer Stephen Welsh aux manettes. Cet Australien de 52 ans réside à Londres et il a entre ses mains la résolution du conflit entre les clubs. C'est vers lui que l'OL redirige a priori les sociétés à facturage. Contacté par mail, il n'a pas donné suite. Ok. Concernant les joueurs, Igor Jesus et Jair Cunha ont été transférés cet été par le club Carioca pour 19 et 10 millions d'euros à Nottingham. Luis Enrique va signer au Zénith pour 31 millions et Almada à Atlético pour 20 millions. Ces sommes ont-elles été fléchées vers Lyon? Là encore, le flou persiste, d'autant que les deux premiers, ainsi que l'Argentin, auraient fait l'objet d'un rachat de Botafogo à l'OL au mois de mai, ce qui rendrait leur mouvement nul. Oh là là là. La nouvelle présidente Michelle Kang, impliquée au quotidien pour que le club retrouve la confiance des instances et des partenaires, aurait par ailleurs récemment musclé son jeu. Jusqu'à présent très diplomate, elle fait désormais part d'une volonté de combattre tous ceux qui voudraient du mal à l'OL. Selon différents interlocuteurs, reste à voir si cela suffira à l'avenir dans ce sac de nœuds et face aux dettes. Pfiou les gars, là je ressors de la lecture de cet article avec le sentiment d'avoir parcouru la biographie d'un illustre économiste qui m'explique comment marche la vie, comment marche le capital, l'offre et la demande. C'est là où je me dis que certaines notions d'SES ou de cours d'éco à la fac peuvent servir. On pense évidemment à John Maynard Keynes, Ricardo et Malthus, les GOATs comme on peut dire. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que Textor? À chaque fois, tu sais, c'est quand tu grattes du plâtre et tu te rends compte qu'en fait la couche derrière elle est toute pourrie,
qu'elle est moisie, qu'elle est infiltrée, qu'elle est pas utilisable. Et ça a été vraiment ce qui s'est passé cet été. De toute façon, on savait que quoi qu'arrive, l'OL allait droit dans le mur. Mais même si tu passes par voilà, cette équipe où tu as Ghezal, Karabek, Satriano, c'était nécessaire, t'avais pas le choix. Soit c'était ça, soit c'était la disparition du club. Et ceux qui disent, bon, l'OL aurait été en Ligue 2, je sais pas si l'OL aurait pu tenir en Ligue 2. Donc ça a été vraiment un mal pour un bien, ce qu'on a vécu cet été. Mais tu vois encore les répercussions. Et là maintenant, c'est entre les mains de mecs qui s'y connaissent grave dans ce dossier, qui vont devoir trouver des arrangements. Mais là, on parle, tu vois, c'est pas un petit deal. Tu vois, des fois, tu as des trucs qui passent au conseil de prud'homme à des salaires, des trucs à 5-10 millions. Tu vois, Lopez, par exemple, vous en parlez dans le chat, Lopez, il a fait ça. Hein. Lopez, il a fait ça avec Bielsa à Lille, il a fait ça avec Petkovic à Bordeaux. Il y a peut-être Yambéré qui va être dans le même cas. À chaque fois que tu veux tège quelqu'un, tu fais hop, licenciement, et après, bon, conseil de prud'homme, finalement, c'est dans 4-5 ans, donc on verra à ce moment-là. Mais pour le coup, on parle pas d'une petite somme à régler comme ça à l'amiable, on parle de centaines de millions d'euros. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais pour un club comme l'OL qui a déjà 200 millions d'euros de pertes et qui en plus est dans une Ligue 1 où on sait tous qu'on va se serrer la ceinture, moi je dis juste, c'est quand même un petit miracle qu'ils en soient encore là et qu'ils puissent lutter pour le haut du classement. Pourquoi pas refaire une Coupe d'Europe, être à 12 sur 5 en Europa. C'est bien ce qu'ils font l'OL, mais là quand tu vois l'article, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas et que c'est le genre de mouvement, il faudrait une entité extérieure, peut-être la FIFA, je sais pas, mais un truc qui vraiment contrôle les transferts des flux financiers, parce que là pour le coup, c'est assez dingue. T'as l'OL et certains créanciers, on se dit bon c'est eux qui ont payé, donc c'est eux qui sont censés vous restituer l'argent. Et là, c'est quand même c'est assez bluffant. Je te dis que ça va très très loin et que Textor, je l'ai dit en introduction, hein, c'est bien plus que notre ami Cowboy. Hein, c'est un vrai filou, quoi. C'est pour ça, et en plus, je vois des fois des trucs, des nouvelles passées. Textor qui s'intéresse à tel club anglais, à Sheffield le Wednesday, qui aimerait récupérer un club, mais c'est comme un Lopez, quoi. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que ces personnes ne puissent pas de nouveau prendre la main sur ces clubs-là et qu'elles s'éloignent du foot. Alors même si je suis pas naïf, je suis pas un bisounours, ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui vont détenir les clubs. Je parle pas d'un système où tu aurais que des socios, que des gars comme ça avec une assemblée qui tiendrait les parts des équipes. Non, évidemment, je sais qu'il faut des businessmen pour faire tourner la boutique, mais vérifier la viabilité de ces businessmen, parce que c'est ce qui se passe par exemple en Première Ligue. En Première Ligue, tu as vraiment un gros conseil d'éthique. À chaque fois qu'il y a une tentative de rachat, on étudie vraiment à la lettre près le CV du gars, tout ce qui s'est passé. On épluche ses comptes, ses activités, pour savoir si c'est un gars réglé ou pas. Et puis si on voit une ligne rouge, on se dit ça passe pas. Alors, Textor est actionnaire minoritaire de Palace, donc il n'est pas majoritaire. S'il avait été majoritaire, je pense qu'il serait passé par cette étape-là, quoi. Donc notre ami Johnny, on va surveiller de près, mais on savait que pour l'OL, de toute façon, tu allais avoir une espèce de cure d'austérité massive. Là, pour le coup, je pense que tu vas avoir d'ici quelques mois, quelques années encore des répercussions, quoi. But du Kicks face à Bilbao, pour ceux qui voudraient suivre évidemment ce match. C'est vrai que je fais le stream en même temps que un match de Liga. Et justement, vous voyez, une transition qui est toute trouvée. On va parler de ce Barça Atlético hier, un petit peu un résumé qui était, ma foi, extrêmement sympathique à voir. Franchement, c'est un des matchs les plus vivants de la saison. J'ai adoré ce que j'ai vu, en sachant qu'en même temps, tu avais un Fulham Manchester City qui était tout aussi prenant, vraiment agréable à voir. Donc moi, j'ai bien kiffé. Et pour le coup, c'était un vrai test pour le Barça, parce que même si ces dernières années, on peut dire qu'il y a une tendance à dominer l'Atlético, parce qu'un Atlético, tu vois, qui venait de battre l'Inter, qu'en a mis 5 au Real, qui est sur une très très grande forme en Liga, qui n'avait pas perdu depuis la première journée contre l'Espagnol. Donc on sait que le Barça a en plus ses difficultés, certaines individualités qui ne reviennent pas au niveau, comme Koundé, toujours la question de la défense, et d'ailleurs le but de Baena est venu sur ça. Il y a eu d'autres alertes dans ce sens, en mode on sait que la ligne haute, la défense de Flick, tu vas pouvoir avoir ce type de confrontation entre ton gardien, Joan Garcia, et les attaquants adverses, mais tu ne peux pas retenir que de ça. Évidemment, on sait que c'est un truc qui ne fonctionne pas encore, mais que c'est un système de jeu qui est tellement généreux derrière. Et puis,
on s'est toujours posé la question finalement, qui est l'âme du Barça, qui est l'élément le plus fort? Yamal, Pedri, Rafinha. Est-ce que finalement c'est pas le trio lui-même? Mais je me pose la question parce que voilà, Rafinha a été longtemps blessé, donc on a pu peut-être le mettre de côté. On a pu zapper à quel point ce gars-là a sorti une saison 2024-2025 remarquable, qui a été monstrueux, qui a mérité son top 5 Ballon d'Or, qui a été tellement déterminant en LDC, qui a eu un apport considérable. C'est pas hasard si ce gars-là a récupéré le brassard de capitaine par moment. Et hier, il t'emmène tout le monde avec lui, quoi. C'est vrai qu'il y a une impulsion, même dans les stats, tu le vérifies par rapport au pressing. Ce que fait Rafinha, c'est très très fort. Et c'est le genre de joueur que, même si on adore tous Yamal et Pedri, en fait, le Barça, on pose toujours la question. C'est qui le meilleur et tout. En fait, je pense que si le Barça veut être au même niveau que l'an dernier, ça va être difficile parce que il y aura peut-être des petites lacunes derrière, et quoique l'an dernier ils en avaient aussi, mais je pense qu'il faudra avoir ces trois-là à 100%, et après il faudra qu'il y ait 8 joueurs autour qui accompagnent bien ça, même si tu vois, il y a d'autres joueurs qui sont évidemment importants. Je pense à Joan Garcia, on sait que le choix du gardien était déterminant. Et pour l'instant, il fait très clairement le job. T'as peut-être un petit souci au niveau du numéro 9, parce qu'on a vu Ferran Torres faire à peu près n'importe quoi contre Chelsea. Évidemment, la classique, je marque un but en fin de match. Je vais pas dire qu'il compte pour rien, mais c'est pas un but qui va faire basculer le match. Évidemment, le classique, le petit chute, c'est toujours particulier de voir un mec comme ça la ramener. Après, on est dans un moment, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de santé mentale. D'ailleurs, il n'y avait pas Araujo sur le terrain. Araujo qui a décidé de prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé. Alors, sur l'aspect sportif, je l'ai dit, il a fait un match catastrophique à Chelsea à l'image du carton rouge. Il a encore puni son équipe dans un grand rendez-vous. C'est un mal récurrent pour ce joueur. Après, on sait qu'il a aussi certaines qualités, que tu peux pouvoir compter sur lui de façon régulière dans les matchs, peut-être moins important. C'est un joueur de championnat, c'est peut-être pas un joueur de grand rendez-vous à Rojo. Du coup, il a décidé pour sa santé mentale de prendre un petit peu de recul avec le Barça. Et je sais que certains lui sont tombés dessus, mais comment ça, le mec il touche 10 millions et tout. Les gars, je pense qu'ici, on est plutôt d'accord pour dire que c'est le genre de move qu'on apprécie. C'est de l'honnêteté intellectuelle, c'est de l'honnêteté envers son coach, ses coéquipiers. Si le mec se sent pas, qu'il prenne une pause. Certains vont dire le salaire et tout. Oui, mais évidemment, on va pas comparer la situation d'Araujo avec un ouvrier qui fait 45 heures. C'est pas là on va trouver l'intérêt au débat. C'est plutôt, est-ce que c'est normal que des joueurs puissent prendre des pauses? Moi, je l'entends. Franchement, et d'ailleurs, il y a un documentaire qui est sorti avec la génération 2018 où je vois Sidibé ou Ntiti qui font des petits témoignages. Je crois que c'est sorti hier sur TMC. Donc, pourquoi pas aller voir ça. Donc, un Barça qui s'impose sans le grand Araujo. Mais du coup, avec quand même, tu vois, une défense. Koubarsi et surtout Gérard Martin qui a fait un vrai bon match. Pour le coup, c'est là où tu te rends compte que cette équipe a quand même des remplaçants des fois qui peuvent sortir du lot, même si Gérard Martin pour moi c'est un joueur, je l'ai dit, si le Barça veut aller plus loin cette année en Ligue des Champions que l'an passé, il doit aussi étoffer son banc, et je n'étais pas convaincu de l'apport de Gérard Martin en tant que latéral gauche par rapport à Baldé. Par contre en centrale, peut-être que c'est là où il doit être remplacé. Je pense que ça peut tout à fait s'entendre, quoi. Et non, franchement le match était vraiment bon. Pareil, Olmo, c'est terrible, Olmo, parce qu'il fait un très bon match, il obtient un penalty, il obtient ce but formidable, et il se blesse là-dessus. Je vais pas dire que c'est un résumé de sa carrière, mais des fois c'est un joueur qui peut être très spécial, très attrayant, et aussi retomber avec cette petite rechute physique. Et c'est dommage parce que son match, je le trouve très bon, même si on sait qu'il y a Firmine qui va prendre la relève. Mais de toute façon, on sait que le problème du Barça, c'est la défense. Quelle heure d'avoir laissé partir Inigo. Est-ce que Inigo pouvait rester avec, évidemment, cette question d'un salaire massif à 34 ans, le dernier gros contrat? Je suis pas sûr, mais après je te rejoins, évidemment, si le Barça avait pu le garder, je pense qu'en termes de patron de défense, c'était lui, et du coup ça aurait peut-être été mieux pour éviter certaines déroutes et avoir une défense, même si tu sais que ce piège du hors-jeu, tu vas continuer de le faire parce que c'est l'ADN de ton coach, tu vas pas le changer. Est-ce qu'il changera au bout d'un an et demi, quand ça t'a apporté quelques trophées, un bon parcours à laisser? Je suis pas sûr. Là, il faudra peut-être attendre encore une fois les moments fatidiques au printemps pour dire, Hansi Flick a insisté avec cette ligne haute. Est-ce qu'il a eu raison ou tort? Moi, écoutez, je l'ai dit, c'est toujours un risque de faire ça avec certains joueurs
qui sont pas forcément dans les meilleures dispositions individuelles, comme Koundé ou comme d'autres, mais derrière, tu sais ce que tu gagnes avec ça, quoi. Le retour de Rafinha fait du bien, et lui et Pedri sont trop forts. Ah non, mais enfin, le match de Pedri hier, c'est toujours aussi beau à voir jouer. C'est un mec il y a lui et les autres sur le terrain par moment. Il te bonifie tout ce qu'il fait. Je trouve qu'il est bon dans tout ce qu'on attend d'un milieu de terrain. C'est même pas moderne, c'est juste un milieu de terrain tout court. C'est que le gars, il est partout. Il peut te récupérer des ballons, il te les bonifie. Il sait bien se placer. Il est toujours voilà, à l'affût de la passe qu'il faut pour casser la ligne adverse. Et ça a marché. Donc, ouais, Pedri, c'est très très fort. Qui pourrait signer selon toi? Bah, j'avoue que un joueur qui peut être capable en défense centrale de répondre à ce défi de la ligne haute et d'avoir une bonne qualité de pied, Nico Schlotterbeck, je pense à Dortmund, c'est le joueur tout trouvé. Alors bien sûr, Dortmund, est-ce qu'ils vont laisser partir un élément important dans leur défense en cours de saison, ou est-ce que ce sera plus pour l'été prochain? Mais sur ce que veut notre ami Flick, moi j'ai l'impression que c'est un peu le joueur qui coche toutes les cases, quoi. Alors Ter Stegen va rejouer pour le Barça, il devrait revenir bientôt. Je suis pas sûr qu'il rejoue, l'ami. Je sais il a ses soucis de dos, donc il va revenir normalement, mais je pense que s'il y a eu le choix Joan Garcia, c'était pour l'après Ter Stegen qui a trop déçu du monde, quoi. Mais hier, c'était le Barça trop fort ou plutôt un faible Atlético? L'Atlético n'a pas été ridicule. L'Atlético est juste tombé sur une équipe plus forte, je trouve. Mais ils ont eu des opportunités pour quand même marquer un deuxième but. Pourquoi pas égaliser avant le troisième de Ferran. Donc moi, je trouve que c'est tout à fait normal d'avoir cette équipe qui ne peut pas, comment dire, répondre. Parce que quand le Barça est comme ça, c'est difficile de leur tenir la durée. Je pense que tu as le PSG, tu as Chelsea qui l'ont fait. Je pense que le Real est capable. Mais est-ce qu'on retrouvera ce Barça Est-ce qu'on retrouvera ce Barça de 2025? Après, d'une saison à l'autre, il y a beaucoup de paramètres qui changent. Tu as de nouveaux joueurs. Là, cette saison, tu as Joan Garcia, t'as Rashford notamment. Tu as d'autres qui sont dans des registres différents. Je pense à Eric Garcia au milieu. Mais si tu fais le point finalement sur le Barça, à part la situation peut-être un peu compliquée en LDC, où tu vas devoir passer par les barrages, même si tu gagnes tes 3 derniers matchs, pourquoi pas. Là, bon, tu as le Real qui gagne, donc tu es toujours leader, mais tu n'as qu'un point d'avance. En LDC, c'est là où tu vas être un peu plus dubitatif, parce que tu es à 2 victoires en 5 matchs, tu es 18ème. Et pour le coup, qu'est-ce qu'il te reste? Il te reste Francfort, Slavia Prague et Copenhague. Si tu fais 9 sur 9, il y a un monde où quand même tu peux intégrer le top 8, parce que est-ce que tout le monde prendra 6 points ou 4 points ici? Je suis pas sûr. Donc pourquoi pas revoir ce Barça dans ce top? Ça peut exister, quoi. Alvarez quasi inexistant, et malgré ça, cela peut faire 2-2 voire 3-3 si Almada et Sorloth te croquent pas. Cela veut dire beaucoup de problèmes défensifs pour l'équipe. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est le genre de rendez-vous où tu attends encore plus Alvarez, parce que c'est un joueur qui a été capable de matchs tellement waouh. Et surtout, c'est vraiment l'individualité premium de l'Atlético. Mais autour de ça, on n'oublie pas qu'il y a quand même de sacrés joueurs de manière de ballon, et que je trouve que le Cholismo est plus forcément, comment dire, il a quand même un peu bougé avec tous ces jeunes joueurs qui sont arrivés, les Baena, les Cardozo, les Poubil, même les Raspadori, les Almada, tout ça. Je trouve que c'est un Cholo qui a quand même bien évolué, et c'est pas un hasard, je pense qu'ils ont fait cette grosse série. Mais ouais, très clairement, il y a eu quelques petits ratés, on peut dire, devant le but, avec Griezmann et sa coupe mulet fantastique. Je sais pas s'il va participer au championnat du monde du mulet, parce que cette compétition existe, les amis. Le tournoi international, la Coupe du Monde du mulet. Mais en tout cas, c'est vrai que notre ami Griezmann, il pourrait en faire bien partie. Mais c'est ça qui est étonnant, parce que le Barça, bon, en LDC, tu dois faire un sans faute. Mais sinon, si tu prends l'ensemble de la saison, avec tes blessés, avec tout ce que tu veux, en Liga, t'es là. En Liga, t'es loin d'être ridicule. T'es premier, t'as perdu que 2 matchs. C'est vrai que t'as déjà marqué 42 buts. C'est quand même saisissant, J'avoue, j'avais pas capté qu'ils en avaient marqué autant. L'an dernier, ils étaient à combien? 102. Donc, tu vois, ils sont sur un rythme, ils vont pas être si loin. Ils sont sur un rythme qui est même supérieur, non? 15 matchs, 42 buts. Ça doit être à peu près kiff-kiff. Donc là où tu te dis que, ouais, franchement, ça carbure bien, quoi. Ça tirait bien le mulet. Franchement, moi, niveau coupe de cheveux, il y a des choses que j'ai jamais essayé, ni même la moustache. Mais que ce soit le mulet, le crâne rasé,
ou certains dégradés. Mais après, j'ai pas forcément une coupe à ça parce que sinon ça ferait particulier. Moi, c'est juste, je passe chez le coiffeur tous les mois et demi, on raccourcit et puis voilà, ça repart à ça. Le Barça n'a pas joué la Coupe du Monde de club, ça aurait été quoi s'il avait joué? Ah bah après, t'en profites, ça c'est clair et net, mais tu vois, même une équipe comme Arsenal, hein. Arsenal, ils ont pas joué de CDM des clubs, ils piochent moins que d'autres qui ont eu pas mal de blessés. Chelsea, le PSG, voire même le Real qui a eu ses petits problèmes, même si on sait que pour le Real, t'as peut-être d'autres soucis à aller chercher quoi. J'ai vu avant ce match, sur le même nombre de matchs, le Barça c'est exactement quasi le même stat, mais pas le même ressenti. C'est vrai, c'est ça. En fait, la saison dernière, elle a été quand même incroyable, faut le dire. On est 5-6 mois après, si on prend du recul, c'est fou ce qu'on a vécu avec ce Barça-là, en termes de jeu, en termes d'émotion, en termes d'attache même. Moi, je l'ai dit, c'est l'équipe que je préférais voir en Europe, et je voulais me poser devant tous les matchs. Et ça m'arrive pas si souvent pour des équipes européennes où je dis, ça c'est un rendez-vous que je veux pas manquer. Tu as eu le City de Guardiola, qui était magnifique au tournant des années 2010-2020. Tu as eu Liverpool de Klopp, qui était... Voilà, c'était aussi un rendez-vous à part. T'as à l'époque le Real de Mourinho avec Özil, Cricri, Benzema. Ça aussi, c'était assez fou. T'as quoi d'autre comme équipe où vraiment je me suis dit, t'as le Bayern qui a eu certaines phases qui étaient impressionnantes. Ouais, non, ça fait partie de ces choses où je me dis que le Barça a quand même atteint des standards très très hauts et c'est vraiment sublime quoi. Ah, le PSG de l'année dernière. Le PSG de l'année dernière, c'est vrai que je parlais que d'équipes européennes. Mais après, moi, comme je regarde la Ligue 1, je, je mets d'autres critères en avant. C'est vraiment les équipes européennes. Mais en Ligue 1, non, chaque année, il y a des équipes où je me dis, j'ai envie de me poser là-dessus. Après, comme c'est mon train-train quotidien, il y en a où je suis obligatoirement devant. Mais c'est vrai que le PSG qui a réussi ça en LDC, je peux comprendre qu'il ait réussi à toucher les gens collectivement dans ce qui dégage quoi. Ça c'est clair et net. Bah, la double confrontation en l'Inter, elle est incroyable. Celle-ci, elle est juste folle à tous les étages. Je vous dirai pour les prochaines fois. Merci à tous de m'avoir suivi. Encore une fois, c'était hyper plaisant. Du coup, je vais mettre la partie récap actu en rediff. J'ai vu Hugo, tu m'as dit, ah, t'as parlé du Barça. Ouais, on a parlé un petit peu du Barça. Donc, ce sera mis dans la soirée sur YouTube, également en podcast, pour tous ceux qui voudraient écouter format audio, Deezer, Apple et Spotify. Nous, on se retrouve normalement vendredi avec la team hors jeu 18h pour faire le tirage sur Coupe du Monde. Si jamais c'est pas le cas, je ferai un live sur ma chaîne et après, il y aura aussi un petit débrief Coupe du Monde, comme ça bah voilà, on sera fixé sur le tirage au sort des Bleus, et sinon comme d'habitude le dimanche vous connaissez l'adresse ici pour débriefer la Ligue 1 et cette 15e journée. Excellente soirée à tous, très bonne fin de semaine les boss, et puis je vous dis à très très vite. Merci encore pour tous les messages, pour les wraps Spotify, pour les tops, tout ça, top Twitch également, j'ai reçu des messages, donc ça me fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Salut à tous.